Je vis de ma passion et moi c'est ça, en fait mon style managérial c'est ça, c'est de trouver un sens dans ce que tu fais, parce que je pars du principe que si t'es embarqué, bah tu donnes le maximum. Personne qui surperforme, si tu ne lui dis pas, bah c'est un problème. Personne qui performe aussi, faut apprendre à lui dire. Enfin tu vois, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est dans le sens où faut être droit faut être juste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je bosse en fait. Je suis un gros bosseur et pour moi, il n'y a que le travail qui paye. Et souvent, en contrepartie de ça, je dis les arnaqueurs, tôt ou tard, on les détecte. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui je suis avec Teddy Ndandou qui est CTO de Evermaps et qui est anciennement IT manager des équipes B2B du groupe Se Loger. Merci Teddy d'avoir accepté l'invitation et d'être écoute, ici. Merci Pierre de m'avoir invité. Hein. Ouais, et tu sais quoi, ça fait longtemps que je t'ai invité. Je vais donner la petite histoire parce que quand je t'appelle il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça, 3 mois. Ouais. Je t'appelle en me disant bon voilà Teddy quand même une belle responsabilité chez Se Loger, responsable de toutes les équipes IT de Se Loger qui font une petite 60aine de personnes. Ouais. Je t'ai appelé pour te proposer le podcast dans le cadre de ces responsabilités là et nous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Et là tu me dis Pierre, mais comment t'es au courant? Je dis quoi? Mais je quitte Se Loger. Donc et là, tu me dis, on va attendre 3 mois pour faire le podcast. J'aurais pris mes nouvelles responsabilités. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est ce que je t'ai raconté. Au début, je pensais qu'il y avait une fuite parce que j'avais pas encore communiqué de mon départ chez Se Loger. Et oui, je me suis dit que c'était, vu que je suis souvent cette émission en plus, hein, je la connais depuis le début. Je me suis dit que c'était déjà beaucoup plus cohérent quand on se voit dans le cadre de ma nouvelle prise de fonction en tant que CTO, tu vois, ça va avec l'angle de l'émission CTOs. C'est mieux. Je me suis dit que c'était mieux, tu vois. Et ouais, effectivement, Se Loger, écoute, très très belle entreprise, hein, j'ai passé 9 ans. J'ai bien grandi là-bas, hein. Et du coup, aujourd'hui, je suis CTO, quoi, voilà, d'une très belle boîte aussi qui s'appelle Evermap. Bon, ça me permet d'être vraiment dans ma ligne éditoriale, donc c'est parfait. C'est ça. Peut-être avant qu'on parle de Evermaps, justement. Yes. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ta tranche de vie de presque 10 ans. Ouais. Ça me rajeunit pas. Chez Se Loger, où pour le coup, gros parcours, quoi. Quand entre le moment où t'arrives et le moment où tu repars de Se Loger, plusieurs tournants. T'as complètement grandi avec Se Loger. Ouais. Quand t'arrives, t'en es où? Écoute, déjà j'arrive à Se Loger. L'IT, c'est, je crois, on est une vingtaine, on est entre 20 et 25. L'orga, c'est pas la même, donc j'ai pas besoin de détailler l'orga, mais en tout cas, moi j'avais, j'étais responsable d'un pôle interne où j'avais deux personnes avec moi. Donc on faisait des projets internes et ainsi de suite. Et les années sont passées, il y a eu cette envie de l'entreprise de scaler, de grandir, et en fait de fil en année, différentes organisations. Je suis arrivé effectivement là où je suis aujourd'hui. Où j'étais il y a quelques mois, on va dire. C'est tout récent, donc tu vois. Il y a quelques mois, ouais, avec des grosses responsabilités. Si je dois citer, on va dire des moments clés. Il y a en 2015, je crois qu'il y a la création de ce qu'on appelle le delivery, donc ces équipes qui délivraient l'ensemble des applications. Ça a marqué déjà un gros pendant de la croissance de la boîte. Où donc là, j'ai commencé à avoir une équipe de je sais plus 5-6 personnes, si je dis plus de bêtises. Je travaillais sur des problématiques B2B. Donc après ça, la boîte a continué à scaler. J'ai eu des équipes de, je crois, 10 personnes, je me rappelle plus trop. C'était je me rappelle plus en quelle année. Et après, il y a eu un vrai tournant. Parce que, du coup, les équipes, elles étaient pas spécialement organisées en mode agile, en feature team, et ainsi de suite. Il y a eu 2 grands tournants. Il y a eu le premier tournant, c'était de l'arrivée de l'ancienne CPO, qui s'appelle Nassira, d'ailleurs, si elle m'écoute,
je passe le bonjour, qui a totalement transformé le groupe Se Loger. On est passé d'un mode classique à un vrai mode produit, avec de l'agilité, feature teams qui va avec, qui correspondait pour moi un peu mieux à la manière dont cette entreprise devait travailler, délivrer des features et vraiment s'orienter sur la valeur. Et juste après, il y a eu l'arrivée de Loïc, donc qui est l'actuel CTO, qui a été aussi un vrai déclencheur et je pense un accélérateur aussi pour moi, parce que moi, en toute honnêteté, avant qu'il arrive, je me posais beaucoup de questions, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime des challenges, qui aime bien enfin pas forcément changer pour changer, mais découvrir autre chose, un peu sortir sa zone de confort, ainsi de suite, tester de nouveaux concepts, enfin bref, je suis quelqu'un qui suis plutôt comme ça. Et donc à son arrivée, effectivement, on a une discussion où je lui expose ma vision des choses qui correspondaient pas forcément à celles qu'il y avait depuis certaines années. Et là, il me dit, mais c'était quoi la confrontation de vision? C'est la manière, premièrement, dont on était organisé, les choix techno, notamment. D'accord. Les choix techno, truc assez classique, hein, comme beaucoup de boîtes ont eu cette époque-là. Quand t'as une boîte qui est toute petite, c'est pas la seule, il y en a plusieurs qui sont comme ça. On a soit une architecture qui est assez centralisée, certains vont te dire des monolithes. C'est pas une architecture qui est mauvaise, mais quand tu grandis et qu'il y a plusieurs équipes, c'est beaucoup plus compliqué en fait de fonctionner sur ce mode-là, tu vois. Et donc moi, depuis plusieurs mois, j'avais toujours cette vision de découper en services, en microservices, ce genre de choses. J'avais un petit peu travaillé aussi sur tout ce qui était eventing, pour avoir du coup des systèmes qui répondent plus à des événements, plutôt que d'avoir chaque fois un système où on fait des synchros, c'est assez classique. Donc ça, c'est des choses que depuis plusieurs années, je voulais faire, mais j'avais pas la possibilité de le faire. Donc je l'ai exposé ça. Je dis voilà, moi, je suis un peu frustré parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire que je fais pas. Et donc là, il me dit effectivement, moi, c'est un peu aussi ma vision. Donc tout a commencé là. Et donc du coup, après, il réorganise les équipes. Donc il y a un poste ouvert de responsable des équipes B2B. Donc au début, c'était principalement ceux qui géraient l'extranet, donc ce que en fait, les sites où nos clients viennent, en fait, faut savoir que c'est le B2B. Et donc là, voilà, il ouvre le poste, je postule, et du coup, j'ai le poste. Et au fil du temps, en fait, le périmètre a grossi parce que ça devenait de plus en plus un périmètre intéressant, et ça a donné le dernier poste que j'ai, en fait. Donc voilà. Il m'a donné une totale liberté, totale confiance. Et voilà, j'en suis assez reconnaissant. Ouais. Se loger du coup sur le pôle B2B, enfin, ouais. C'est quoi les différents grands pôles de l'IT Se Loger? On va dire, t'as 5 grands pôles. Tu as le pôle B2B, celui que je viens de citer, qui est comme tous les pôles, mais assez stratégique dans le sens où le business model Se Loger, c'est du B2B quand même. C'est vrai qu'on voit la partie site, la partie site, mais en tout cas la partie financière, ce sont des agences qui apportent de les biens loués, qui s'abonnent. Ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le B2C. Donc le B2C, c'est l'ensemble des sites que tout le monde voit en fait. Hein. Donc business to customer, seloger.com, avec le rapprochement avec Logiquement. Il y a quelques années, il y a aussi logikimo.com, il y a Belle Demeure. Enfin, c'est plus d'une dizaine, je crois, une douzaine de sites. Agorabiz, ainsi de suite. Ensuite, tu as le pôle data. Donc la data, pas besoin de détailler. Hein. C'est là où tu as transite les données, là où il y a aussi des data scientists ils font beaucoup de choses, je vais pas le détailler là. Ensuite il y a le pôle gouvernance et architecture, où là il y a les équipes d'archi, donc qui sont en support, on va dire, des équipes de dev qui ont la stratégie technique de demain, si on peut dire ça comme ça, qui la proposent, la campagne et ainsi de suite. Il y a le pôle urbain, qui est un pôle hyper important parce que c'est le pôle qui permet de poser la vision à long terme et de voir quel est le meilleur chemin pour y arriver. Donc ça, c'est l'autre pôle. Et enfin, tu as un pôle qui, on va dire, gère les projets transverses, mais également la QA. Et vraiment toute la partie transverse, en fait, qu'on peut avoir. Ça, c'est les 5 gros pôles, en fait, que tu as à l'IT chez Se Loger. D'accord. Et dont les deux gros pôles, ça va être la partie B2B, B2C. Ouais, parce que c'est les delivery, en fait. Ok. C'est vraiment ce qu'on délivre auprès des clients.
Et donc du coup, toi, quand tu quittes Se Loger, le pôle B2B, c'est une 60aine de personnes, c'est plusieurs feature teams. Oui, le pôle B2B, c'était même plus parce qu'après, il avait fusionné aussi avec un autre pôle qui s'appelait, enfin, le nom limite, c'est pas plus important, mais dans sa globalité, ouais, c'était encore même beaucoup plus, c'était à peu près 90 personnes, c'est très 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 gros. L'IT Se Loger, c'était 300 personnes, hein. Enfin, là, je crois que c'est toujours le cas. Et tu vois, on est parti, moi je suis arrivé, c'était... Vous étiez 25, on est monté à 300. Ouais, donc en 10 ans, x10, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Mais tu sais, de toute façon, parce que toi, Oui, tu nous as suivis depuis le début, quasiment, entre SWAT et Kaibi après. Oui, j'ai traîné un petit peu donc, dans les couloirs. Donc t'as un petit peu vu que ça... Il y avait un peu plus de bise à se faire. J'ai effectivement traîné un petit peu mes guêtres dans les couloirs. Bah oui, c'est ça. Et alors du coup, premier poste de manager Se Loger, et puis beaucoup d'équipes à manager. Comment t'as rencontré des difficultés managériales? T'as développé ton style managérial à toi? Ah oui, j'ai développé mon style managérial. Déjà, oui, 10 équipes, moi. J'avais 10 feature teams. Donc déjà j'étais pas seul, hein, j'avais des managers aussi qui étaient responsables des feature teams. En moyenne c'était un manager pour 2 équipes, j'en avais 5 ou 6 avec il y avait aussi un archi Salesforce. Mon style il est très simple, c'est que moi je crois en fait avant d'expliquer mon style, je pars du principe que on passe beaucoup de temps au travail. Tu vois, tu passes souvent même plus de temps au travail qu'avec ta femme et tes enfants, malheureusement. Et donc je me dis, ce temps en fait que tu passes au travail, il faut que ça soit un temps qui te fasse plaisir, faut que t'aies du plaisir, faut que tu prennes du plaisir en fait. Si tu prends pas du plaisir, c'est dommage parce que ça veut dire que la moitié du temps, voire le 3/4 du temps que tu passes, t'es pas content. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi mon style c'est d'embarquer les gens. Je pars du principe, parce que moi je suis comme ça, hein. Je fais des choses qui me font plaisir, mais dans lesquelles je trouve du plaisir. C'est ce qui est bien en fait, quand tu travailles et que derrière tu prends du plaisir. Donc ça c'est cool. Moi je fais un métier que j'adore. Je suis un ancien, enfin je suis pas un ancien, je suis un geek, mais un ancien développeur. Quand j'étais jeune j'adorais coder, tu vois. Et là je vis de ma passion et moi c'est ça. En fait mon style managérial c'est ça, c'est de trouver un sens dans ce que tu fais. Et parce que je pars du principe que si t'es embarqué, tu donnes le maximum. Tu vois, tu fais pas des choses en disant ouais c'est juste pour le travail, c'est que tu vois t'envoies tout en fait. Et ça c'est totalement mon style, c'est que j'essaie de créer un cadre où les gens peuvent s'exprimer. Et j'insiste sur le mot cadre, ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, c'est que ils ont des règles en fait dans lesquelles ils peuvent s'exprimer. Par contre, à partir du moment où ils sortent du cadre, là on peut les recadrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est totalement mon style managérial. Après en termes de difficulté, moi je trouve que c'est pas compliqué le management, hein, après. Non mais je te dis, non c'est pas compliqué. Enfin, t'as des difficultés. Ouais, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-uns parce que tu gères des hommes. T'as toujours des personnes assez compliquées. Mais moi je pars du principe que quand t'es droit dans tes bottes, tu dis la vérité. Enfin, une personne qui surperforme, si tu ne lui dis pas, c'est un problème. Personne qui performe aussi, faut apprendre à lui dire. Enfin, tu vois, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est dans le sens où faut être droit faut être juste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Faut être juste. T'as pas de parti pris. Quand ça va bien, tu dis. Quand ça va pas, tu le dis. Et puis voilà. Enfin, moi, c'est ça ma recette. Hein, donc. Et alors, du coup, quand tu dis voilà, moi, j'essaie d'embarquer les gens. Ouais. T'es assez manager de proximité. Enfin voilà, t'es toujours de la bonne humeur, de l'énergie, du smile, du sourire. Important. Ouais. J'imagine que tu crées au-delà des relations managériales, des relations des fois qui amicales quoi. Enfin, est-ce que ça dépasse le pro? Est-ce que ça te gêne pas pour des fois exprimer des choses? Pas du tout, parce que ce qui serait intéressant, c'est un jour de parler avec mes managers. C'est que ça peut arriver qu'il y ait de l'amical, mais vraiment moi quand je suis au travail, on bosse, tu vois, tu me reconnaîtrais pas limite, c'est que je peux être, je vais pas dire très dur, mais quand ça va pas, je te le dis en fait. C'est pas parce que on a une relation amicale à l'extérieur que dans le cas du travail, je suis très, pour le coup, je suis très carré. C'est pour ça que je te parle beaucoup de cadre. En fait, tu t'exprimes dans ton cadre.
Et j'ai des attentes dans ce cadre-là, tu vois. À partir du moment où tu sors dans le cadre, je te recadre, parce que c'est ça en fait. Mais c'est vrai, c'est bête. Hein. Et donc en fait, pour moi, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. On peut boire une bière et j'ai l'habitude de le dire en plus. Pour ceux qui ont travaillé moi le savent. Moi, enfin, tu le vois, quand je suis quelqu'un, je suis hyper passionné. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui va pas, je vais aller au bout. On va se prendre la tête. Je vais pas être d'accord avec toi, mais derrière, ça nous empêche pas de boire une bière, parce que je fais la différence entre à 18h30, 19h, le cerveau il se met switch off quoi. Mais voilà, dans le boulot, switch on bar quoi. C'est exactement. Dans le cadre du travail, je t'embarque, on rigole tout ça, mais il faut travailler, on bosse quoi, tu vois. Par contre, voilà, on peut se prendre la tête, c'est dans le cadre du travail. Je vais pas te manquer de respect, je vais pas dire un truc qui tu vas déplacer. Ça va rester quand même dans un cadre professionnel. Et j'ai le droit, dans le cadre professionnel, de te recadrer ou te dire que ça va pas. Par contre, à l'extérieur, bon, pour une bière, voilà. Donc, j'arrive à jongler sur les deux, en fait. Et ça, c'est totalement moi. Et donc, si un jour peut-être ce que d'ailleurs je souhaite aux personnes que j'ai managées qui viennent dans ton émission, c'est pas impossible, pose-leur la question, ils te diront, t'es dit, c'est ça, c'est la bonne humeur, par contre, le travail. Est-ce que, maintenant que t'es parti, est-ce que toi moi, j'imagine que t'as gardé contact, ouais, mais ils t'ont fait des feedbacks, justement, sur des feedbacks récents, en disant, tu vois, t'es plus dans l'aventure se loger, t'es plus le manager, t'as le vrai son de cloche. Est-ce qu'il est différent? Non, mais c'est vrai que ça touche, en fait, parce que quand t'es dedans, enfin, c'est rare qu'on te fasse, le feedback, parce que toi tu dois en faire. Moi j'en fais, mais c'est rare quand on te le fasse, surtout sur tes managers, ils te le disent pas, ils vont pas te dire. Par contre, oui, j'en ai eu un, je vais pas citer son nom, mais tu vois, quand je suis parti, il y a c'est moi, je peux pas lire. J'ai effectivement une personne que j'ai managée qui était totalement bouleversée de mon départ et qui m'a carrément dit, et ça, je peux dire que ça, je me suis dit ah ouais quand même, mais je me rendais pas compte en fait. Elle m'a dit, t'es le meilleur manager que j'ai eu de toute ma vie. Elle m'a sorti ça, elle m'a dit, enfin, tu m'as fait grandir. Quand ça allait pas, tu me disais, tu m'as sorti de ma zone de confort. T'arrivais à lier en fait le côté assez, on va dire, je vais pas employer le mot sévère, mais droit, mais dans la bonne humeur. C'est-à-dire que tu recadres, t'as mal fait ton travail, mais sans être trop, comment dire, dépasser un mot. Tu vois, elle m'a sorti ça, elle m'a fait un bouquin comme ça, cette personne. Et je dois t'avouer que Et t'es sûr que tu veux pas donner son nom parce que non, je vais pas donner son nom. Ok, ça marche. Sinon les autres ils vont qui réfléchissent et se disent ce qui m'a fait ça. Non, je vais pas donner son nom. Et ça, honnêtement, ça m'a vachement touché. Ouais. J'ai fait ah ouais quand même. Tu vois, t'as rarement ces feedbacks là. En fait, tu les as rarement. Et oui, ça donne un sens à ton travail. Tu te dis bon, ça va, au moins je bosse pas. Donc ça te remotive. Tu dis bon ouais, j'ai un peu d'impact, c'est cool. Ah, l'impact. Ah, t'attendais ce mot, hein. Il a dit quand tu vas me le sortir, ce mot. Le mot impact. Ouais, je sais que l'impact, c'est quelque chose qui est présent dans tes réflexions. Ouais, totalement. Ça me fait un pont peut-être sur la suite, parce que c'est vrai que quand moi je t'ai appelé, ouais. Et je te l'ai dit, mais quoi, tu pars? Mais pourquoi? Enfin, bref, j'étais un peu scié, quoi. J'étais à 10 lieues de m'imaginer. Je t'avais toujours vu, avec le smile, content, enthousiaste, tout ça. Et là, tu me dis quoi? Mais elle vient d'où la fuite, là? et donc là, je te pose la question. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui te fait te remettre en question? Je pense qu'il va y avoir une histoire d'impact à un moment donné dans l'explication, mais ouais, j'adore l'impact. Bah écoute, premièrement, moi j'ai eu l'impression, c'est bien que tu parles d'impact parce que c'est quelque chose que je recherche. Tu vois, c'est un peu lié à tout ce que je te dis quand j'embarque les gens, le but c'est d'avoir un impact dans ce qu'on fait. Tu vois, de se dire ce que je fais c'est pour quelque chose, voilà, et t'embarques les gens. Et premièrement, j'avais eu l'impression d'arriver à la fin d'un cycle où je trouvais que pour le coup, j'avais moins d'impact. À la fin d'un cycle où je trouvais que j'avais moins d'impact et je suis quand même resté 9 ans. Hein. Et bon là on n'a pas d'été tout ce qu'on a mis en place, mais des projets. Enfin je sais pas si t'as prévu qu'on en parle, mais on a fait beaucoup de gros projets. C'est quoi les grosses fiertés, les grosses réalisations là, sur 10 ans? Beaucoup de grosses réalisations, beaucoup de grosses fiertés à la fois humaines parce que j'ai fait grandir beaucoup de gens et j'en suis fier, des personnes qui
sont arrivés assez timides là, qui aujourd'hui je vois s'affirment. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi, se créer vraiment un collectif en termes de projet. Totalement, on a transformé le B2B, ce qu'on appelle, enfin ce qu'on communément on appelle le B2B, qui est comme j'ai expliqué tout à l'heure, la partie back, donc des sites, tout ce qui va gérer l'ingestion d'annonces, mais également ce qui va gérer tout ce qui est CRM. On a changé de CRM Salesforce. C'est un projet, pour ceux qui étaient là il y a 3 ans s'en souviendront toujours, parce que ça, on l'a fait en 6 mois. On a refait l'extranet, on a fait une fusion avec Logikimo, on a tout automatisé, enfin beaucoup de gros projets, passer d'une architecture monolithe en allant progressivement du microservice, même si je crois que c'est pas terminé, mais la stratégie est là. On en a, enfin, beaucoup de projets, mais vraiment beaucoup. On a commencé à mettre de l'event sourcing, tout ce qui est eventing, tout ça. On a changé trop de choses en fait, parce que ça fait 9 ans, on a beaucoup travaillé et tout ça effectivement. T'en es fier déjà. Moi, je suis fier parce que tu le fais avec les équipes, bien évidemment. On n'est pas tout seul. C'est les équipes aussi qui œuvrent, qui croient aussi à ta stratégie. Et donc moi, je suis arrivé à un moment où j'avais moins d'impact dans le sens où, je trouvais que les équipes tournaient très bien, quoi. Et t'as beaucoup de managers qui te disent que le but d'un manager, c'est de ne pas se rendre utile. En gros, à la fin, et c'est dans certains cas, ça se vérifie parce que moi, à la fin, je me sentais, je me disais qu'il y avait moins besoin de moi en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Les équipes tournaient. La preuve, aujourd'hui, moi, je suis parti. Ça tourne quoi. Et moi, j'en étais fier. Et donc, j'avais besoin aussi de nouveaux challenges. Et je retrouvais moi cet impact en fait. Avec, il y a aussi beaucoup de réorganisation. Enfin, c'est la vie d'une boîte. Hein. Et voilà, je trouvais moins. Voilà, enfin, je veux revenir sur mon impact, c'est très bien. T'étais arrivé dans une zone de confort. Ouais, une zone de confort où que j'aime pas du tout. Je déteste. J'aime pas être dans les zones de confort où voilà, t'es pas en. Les doigts de pied commencent à s'écarter. T'es pas challengé, t'es pas. Et donc ça effectivement, ça trottait dans ma tête. Et moi, je suis toujours à 2000% dans ce que je fais, dans mon travail, mais toujours. Hein, même tu me connais, donc tu vois comment je suis. Et être à 60%, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas être à 60%. Et c'est ce qui commence à arriver. Et donc ça m'allait moins. Et je me suis dit pour cette entreprise, c'était peut-être mieux de changer. De créer un nouveau souffle en fait. Alors donc j'imagine c'est quelque chose qui arrive quand on a passé 9 ans dans une boîte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, pas d'un coup, brutalement. Pour le coup, moi ça dépend de ce que tu appelles petit à petit. Moi ça a été. Non mais tu t'es pas levé un matin, t'as fait le constat et puis la semaine d'après tu passais un entretien. Et puis tu disais allez banco, j'y vais. Non, le process décision il était très 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 long. J'ai pris le temps de réfléchir. Je crois que il s'est passé facile peut-être 9 mois. C'était très lent, mais en fait ça m'a permis de parce que proverbe connu, tu sais ce que tu laisses, mais c'est pas ce que tu vas retrouver derrière. C'est un truc comme ça, non? C'est pas, je sais que tu quittes. C'est un truc comme ça. Ouais, dans le genre. La question sur le proverbe, c'est à la fin. Ouais. Voilà, il y a un proverbe qui est comme ça. Et donc voilà, donc ça te permet de dire, qu'est-ce que tu veux vraiment. Et moi, en fait, tous ces 9 mois-là, ça m'a permis de me remettre un peu en question aussi sur là où je devais progresser, les choses que j'ai mal fait, que j'ai bien fait, là où j'avais besoin de sortir un peu de ma zone de confort. Tu vois, c'est un temps qui est assez lent en fait. C'est quoi les choses du coup dans le rétroviseur où t'avais besoin de progresser ou que t'avais moins bien fait que d'autres? Écoute, progresser, c'est que moi je viens, tu sais, c'est assez compliqué quand tu passes manager d'une équipe de 60 personnes d'être proche de la tech. Même si tu fais cet effort de... en fait, avec le temps, tu t'en éloignes un peu, même si moi, j'ai fait en sorte de pas trop m'éloigner, mais la force des choses fait qu'il y a certains aspects que t'es obligé de déléguer parce que tu choisis tes batailles, tu peux pas tout faire. Et donc, c'est vrai que sur certains choix techniques, j'avais des équipes qui étaient matures, assez autonomes, ça roulait bien, en fait, il n'y a pas besoin de moi. Donc, ça roulait, et du coup, je trouvais que j'étais un peu moins, en fait... je me rendais compte que voilà, je m'éloignais un petit peu trop. Le but c'est pas d'y faire, mais je m'éloignais un petit peu trop. Et moi dans mon travail, je pense que c'est
hyper important d'être à jour sur cet aspect-là. Et donc voilà, je me suis dit, je vais sur la strat et tout, c'est quelque chose dans lequel je suis dans mon confort. Le management, ça fait, je sais pas combien d'années que j'en fais. J'essaie toujours de m'améliorer, mais je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup d'énergie sur cet aspect-là et que niveau tech, même si mon niveau il était toujours bon, j'avais quand même besoin de le renforcer encore un petit peu plus. Ouais, de me remettre à jour, de renforcer un peu plus. Je fais beaucoup de veille. Enfin, c'est ça. Je passe beaucoup de temps à ça le soir quand je rentre. Ma femme me dit, tu fais quoi? Bah, je regarde. Et c'est quoi tes sources pour j'ai beaucoup de sources. J'ai souvent je suis inscrit à beaucoup de newsletters notamment. Ceux d'AWS. Enfin, je sais pas si on a le droit de faire la pub ici. Non, je vais pas faire de pub, mais en tout cas, il y a beaucoup de sources. Je regarde, c'est l'anecdote que je t'en ai même parlé, c'est que tu vois, quand j'ai par exemple un dev, un ops, quelqu'un qui me parle d'un point que je connais pas, bah, dis-toi que dans les 15-10 minutes, je vais aller chercher, je vais le noter pour creuser. Parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre le côté tech, même si c'est pas moi qui vais le faire, mais c'est hyper important pour moi. Donc tu vois, tous ces aspects-là, en fait, sur les derniers mois, ce que j'avais fait en fait depuis très longtemps à Sologer. Par contre, les derniers mois, à cause de beaucoup de raisons, bah, je m'en éloignais un petit peu. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, ouais, faut te remettre à jour. Et c'est quelque chose qui te plaît, que tu veux pas lâcher complètement. Ouais, que je veux pas lâcher. Et du coup, bah voilà, c'est des questions que tu te poses et voilà, tu te et du coup, t'as passé beaucoup d'entretiens qui t'ont permis de bien cibler ce que tu cherchais. Ouais, en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai beaucoup été chassé. C'est la chance qu'on a dans notre domaine, ce qui est pas le cas. Moi, c'est une chance, parce que c'est pas le cas de tous les métiers. Et donc oui, ça m'a permis de voir aussi là où je devais progresser, performer. Surtout quand pendant 9 ans, t'es plutôt de l'autre côté en fait. C'est toi j'en ai recruté des gens, purée. C'est toi qui recrutes. Et du coup, quand tu passes de l'autre côté, ça permet aussi de te remettre en question, de te dire, bah, effectivement, sur cet aspect-là, c'est peut-être quelque chose que j'ai moins développé parce que je suis un peu plus en difficulté. Là, ça va, je suis plutôt à l'aise. Et c'est comme ça, du coup, que que tu t'apprends aussi à te connaître en fait, en vrai. Parce que on se renouvelle dans la vie et tu te dis, bah là, j'ai besoin de... Il y a des process de recrutement un peu marrants. Tu tiens à ça. Non, mais sans faire de pub. Non, je fais pas de pub. Mais oui, il y en a certains il y en a un. Après, ceux qui l'ont passé vont certainement reconnaître, sans que je cite, où j'ai passé plus d'une dizaine d'entretiens. Une dizaine d'entretiens, je suis allé au bout. Et c'était fou parce que c'est pareil, je vais pas donner le nom, mais en fait ils ont une sorte de rituel où tu passes un entretien de 8 heures c'est l'entretien de fin en fait, jusqu'à 14 heures, enfin en tout cas pendant plus de 6 heures, où là t'enchaînes des entretiens, tac 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 tac, tu vois des personnes, 2, 3, enfin c'est juste fou. Et celui-là, il m'a quand même marqué. Même si à la fin, je voulais quand même pas y aller parce que, du coup, si tu t'enrichis de ça, en fait, parce qu'ils veulent vérifier, enfin, ils veulent vraiment être sûrs que t'es la bonne personne. Donc, c'est un ensemble d'entretiens que tu fais. Et ce qui était assez marrant, c'est que du coup, t'as l'entretien pendant, je sais pas, 6 heures, hein. Et entre les deux, t'as l'entretien tech. T'as un mec qui arrive, il a sa liste de courses là, et il enchaîne des questions. Tac, 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 c'est quoi ça? Tac, tac. Et donc, tant que t'es là, t'es KO, tu te dis, ouais. Et ouais, celui-là, il m'a marqué, ouais. Sans faire de nom. Donc, ceux qui l'ont déjà fait, ils connaissent. Je suis allé au bout. Mais voilà, je voulais pas y aller. Mais c'est assez, celui-là, Celui-là, il est marquant. Ah ouais, il m'a marqué, ouais. Mais j'ai beaucoup appris de ce process en plus. Parce que c'est un process qui est très pragmatique en termes d'entretien, et c'est quelque chose que j'essaie de réutiliser. Parce que du coup, tu cadres bien les entretiens, et ça te permet vraiment de retirer, de tirer ce dont tu as envie du candidat, tu vois. Est-ce que, du coup, en parlant de recrutement, t'as dit, voilà, là, j'en ai recruté du monde à se loger. Ouais. Là, t'es passé de l'autre côté de la barrière, t'as vu des process un peu différents. J'ai vu pas plus tard qu'hier que chez Evermaps, tiens, je fais un peu de pub au passage. J'ai vu que tu recrutais côté DevOps. Ouais, DevOps, ouais. Est-ce que ton process ou ta manie ou ton filtre va changer? Ouais, non, je fais la même chose. Tu fais la même chose? Non, je rigole. Non, mais
C'est cet entretien. Mais non. Alors, vous arrivez à 9h du matin. Grave. Alors, la réponse est non, pas du tout. Non, je vais pas faire pareil. Pas du tout. Est-ce que tu vas faire pareil que ce que tu faisais à Se Loger? Ou est-ce que tu vas adapter? Non, j'adapte. Tu vas faire autrement? Non, t'adaptes. Tu sais, chaque entreprise, c'est assez différente. Je vais adapter totalement. Ça sera quoi tes je vais pas donner la réponse là. Sinon, les candidats, ils vont tous écouter et puis, non, mais moi, ce que je veux, par contre, ça, je peux le dire, c'est premièrement du pragmatisme dans ce qu'on sait faire. Donc, ce qu'on sait faire, on sait bien le faire. D'avoir conscience, parce que ce qui est assez souvent, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'informatique, c'est très très vaste, donc c'est impossible de tout connaître. Donc, connaître les zones où on n'est pas bon, avoir conscience et vouloir y progresser, avoir l'envie de progresser. Et ça, c'est des éléments qui sont hyper importants pour moi. En gros, il y a un domaine où je sais faire, j'ai de l'expertise. Par contre, ça, je sais pas faire, mais j'ai envie d'apprendre, voilà, c'est hyper important pour moi, ces éléments-là. Je te donne des tips, hein. Ouais. Pour tes futurs candidats. Ouais, quand tu ouvriras la presse, ouais. J'aurai 2-3 petites, ça arrivera. Pour l'instant, laissez-moi le temps d'arriver, Ça marche. Bon, alors, du coup, t'as trouvé la boîte Evermap, dans laquelle tu penses avoir de l'impact. Ouais, coup de cœur, pour la... Tu nous en parles un peu d'Evermap, parce que je pense que ça parle pas à tout le monde, du coup. Non, coup de cœur, pour 2 raisons, c'est que, déjà, tu sais, je fais partie du board, donc je suis au COMEX, et c'est hyper important au sein d'un COMEX bien vous entendre, pas dans le sens forcément ami, c'est pas, mais que les planètes soient alignées, qu'on soit complémentaires, qu'on ait une vision commune, une manière de procéder qui est, voilà. Et ce que j'ai ressenti chez Evermap, tu vas encore rigoler, c'est l'impact. Non, c'est ça, c'est cette envie de scaler la boîte, c'est l'objectif, hein, on va scaler, d'avoir une vraie place en fait sur son domaine, je vais l'expliquer rapidement. Et un groupe au COMEX, mais qui est une énergie juste folle, quoi. C'est juste énorme. Et donc mon CEO, on dit ma, je sais pas si c'est un mot en anglais de toute façon. Bon, c'est une dame. C'est une dame, ouais. Donc ça, on l'a compris. Du coup. Voilà, c'est une dame, ouais. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, bien réfléchi, structuré, et ça a beaucoup joué. Après, le process était lent aussi, hein, je tiens à le dire. Il était lent parce que c'est normal, c'est un poste qui était important et il a fallu valider beaucoup de compétences. Donc ça a été très très lent, je sais plus combien de temps j'ai passé, pas loin d'une dizaine quand même. Et ouais, vrai coup de cœur parce que effectivement je connaissais pas. Et ouais, là j'ai découvert un environnement qui correspondait totalement à ce que je voulais, quoi. Totalement. Et du coup, le produit, si Evermap, ça fait quoi? Écoute, Evermap, pas forcément dans le détail, parce que je crois que ça fait beaucoup de choses. Ouais, on propose beaucoup de produits, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on essaye pas. Le produit, c'est de rendre visible sur Internet les points de vente pour permettre aux gens d'aller sur le point de vente. Un point de vente, ça peut être une banque, ça peut être un magasin, et ainsi de suite. Donc, on propose beaucoup de produits sur le net innovants. On a beaucoup de produits de presence management. C'est ce qu'on appelle l'OPM, Online Presence Management, les store locators, pour que derrière, en fait, tous les points de vente, en fait, quel que soit par contre, pour le coup, on est plutôt sur les réseaux de points de vente. C'est ce qui est beaucoup plus intéressant parce que ça permet, du coup, notamment sur les store locators, d'avoir un ensemble de points de vente sur les store locators. Donc, on les permet d'être visibles sur Internet. Et donc, c'est un modèle qui, s'il y a des marketeurs qui nous entendent, on fait ce qu'on appelle du drive to store. Donc, on fait en sorte que les gens aillent au magasin via une présence sur le web. Ce qui est un beau challenge dans un monde où de plus en plus de monde aime plutôt cliquer et se faire envoyer son petit colis chez soi, quoi. C'est ça. Mais sauf que non, on leur dit d'aller en magasin. Voilà, c'est ça. C'est un peu le défi aujourd'hui quand beaucoup de points de vente, ouais, c'est notamment si je prends de la grande distribution, ce genre de choses, c'est de faire en sorte que lorsqu'un internaute, je sais pas, recherche, je sais pas, un vêtement, ce que tu veux, qu'il aille plutôt l'acheter en magasin plutôt que de l'acheter en ligne, tu vois. Donc pour des certaines enseignes, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc du coup, nous on intervient sur ces aspects. Donc il y a plusieurs produits qu'on propose. Et il y a 2-3 features sympas du produit
Tu peux expliquer ou... Je t'ai parlé du store locator, mais après je peux te parler aussi de la... oui, on a plusieurs. Je peux te parler par exemple du fait de manager via notre console. En fait, on a une console SaaS qui va te permettre de manager différents canaux en fait sur la même console. Tu vois, tu peux par exemple gérer l'ensemble de tes avis. Tu vois, les avis que mettent les internautes sur les différentes plateformes. Tu peux les gérer via notre plateforme. Tu peux, ouais, ça c'est pas mal. Je te vois. Vous voyez pas, malheureusement, il y a pas de caméra. Ça te permet du coup de gérer ça sur l'ensemble des différents canaux. Quand tu dis gérer, c'est les visualiser ou les visualiser, répondre. On a des features avec de l'analyse. Enfin, je vais pas spoiler. On a des belles choses qui arrivent, donc je vais pas le dire. On a des belles choses qui arrivent qui vont en plus permettre donc au point de vente de faire de la décision par rapport à certains comportements qu'ont les internautes vis-à-vis de leur point de vente. Mais c'est des features qui arrivent, donc je laisse ça un peu en haleine. D'accord, bon, faudra revenir quoi du coup. Ouais, pour faire un petit peu plus de pub, il y a des très très belles features. Ouais. Par exemple, tu vois, ce que je t'ai expliqué, c'est lorsque tu es sur ton GPS dans ta voiture et que tu recherches par exemple un point de vente, le fait que le point de vente A ou B apparaisse, nous on aide notamment ces entreprises en fait à apparaître pas trop loin quoi. Exactement. C'est ce qu'on appelle Open Line Presence Management pour vraiment te rendre présent sur le web. Voilà. Ce qui était important pour moi, c'est rester dans le web parce que moi je suis un enfant du web et donc voilà. Ok. Et bon, tu me disais tout à l'heure de manière, enfin juste avant qu'on enregistre, qu'il y avait quelque chose qui t'avait un peu marqué aussi dans les échanges que tu as vus en recrutement, c'était que je sais pas si c'était la CEO ou quelqu'un d'autre dans le process de recrutement, mais qui t'avait dit avant de scaler, avant de s'organiser, c'est rare. Et d'embaucher plein de monde, on va attendre le CTO. C'est ça. Totalement, ouais. Parce que, en gros, il y avait une première levée de fonds qui avait lieu, il y a quelques années. Et donc, bien évidemment, les équipes, elles ont augmenté. Et le but, c'était ce dont s'est rendu compte, le CEO, c'est de se dire, c'est bien beau d'empiler, les devs, mais à un moment donné, il faut structurer. Structurer pour éventuellement encore rajouter des personnes. Et du coup, c'est la stabiliser ce point en disant je veux d'abord qu'on structure. Il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de monde à l'IT. Je veux d'abord qu'on structure pour nous rendre compte que les équipes, elles ont, on va dire, une certaine maturité pour encore rajouter en fait du people, parce que de toute façon on rajoutera. Mais on le fait de manière intelligente. Donc ça j'ai trouvé ça aussi top, parce que en général l'une des variables d'ajustement lorsqu'on veut accélérer, c'est des ressources, de se dire allez rajoute des ressources. Et là, plutôt de se dire, je prends le temps que ma plateforme elle soit scalable, qu'elle soit clean, pour qu'on bosse à plusieurs dessus, pour que des développeurs puissent être 15, 20, 30, 40, j'en sais rien. Recrutant un CTO où on va structurer tout ça et après on continue notre expansion. Et ça, c'est bien ça. Donc ça laisse le temps, du coup, de bien faire les choses, de bien organiser, de faire les bons choix techniques, les bons choix stratégiques, organisationnels aussi, bien évidemment. Et c'est pas parce qu'on double la taille de l'équipe qu'on double la productivité. Ça c'est connu, hein. Je pense que je sais pas si c'est une question que tu as déjà posée à plusieurs CTO, mais je pense que ça c'est je pense que c'est le nerf de la guerre de beaucoup de directeurs IT, c'est la gestion des ressources pour accélérer le scale. Faut organiser. C'est pas parce que tu dis allez, j'ai de pognon là, recrute-moi 10 devs que ça va aller plus vite, c'est faux, parce que faut que le process il soit clean, faut que tes outils soient clean, faut que, voilà, c'est tout ça. Donc ça c'est bien, ça j'ai trouvé ça top. Donc ça laisse le temps de travailler correctement, organisé pour qu'on continue sur notre scale en fait. Voilà. Et alors donc du coup, là ça fait 1 mois que t'as démarré. Ouais, c'est énorme, ça fait 1 mois. Tu t'éclates, il y a déjà, t'as l'impression que ça fait 6 mois déjà. Ouais, totalement. Je m'éclate parce que premièrement t'as des zones d'inconfort quand même, parce que tu découvres une entreprise, tu connais pas bien le produit, donc mais tu dois aussi prendre des décisions assez rapidement. T'as en même temps les clés de la boutique, parce que comme tu vois, notre produit c'est du produit web, c'est ce qu'on vend, donc c'est hyper excitant en fait. T'as les clés, donc du coup moi je suis comme un maso, je vais pas dire que j'adore souffrir, mais le fait de dire là j'ai du challenge, là il y a des trucs où je sais pas comment faire, mais voilà, je vais me dépasser. Et là, c'est totalement moi.
il y a des choses sur lesquelles je sais que je vais beaucoup apporter parce que c'est ma spécialité. J'ai de l'expérience dessus. Là, la boîte, en tout cas, elle profitera de mon expertise sur certains points. Il y en a quand même. Je pense que c'est peut-être aussi comme recruter. À mon avis, on va pas recruter pour les choses que je savais pas faire, mais il y a beaucoup. C'est quoi tes zones d'inconfort là? Écoute, moi, je viens du delivery. Moi, je suis un ancien développeur. Ça fait des années que je fais ça. J'ai plein de gros projets, des projets. On va peut-être en parler, des compliqués, simples. Enfin, honnêtement, je dis pas que j'ai tout vécu, mais j'en ai fait quand même des projets en tant que développeur, en tant que manager, que manager de manager. Enfin, je dirais pas que ça n'a plus de secret pour moi. Ça serait d'être prétentieux, mais j'ai une vraie expérience sur ça, sur du delivery. Je suis l'architecture de ça, c'est des choses qui me passionnent. Donc sur cet aspect-là, je dis pas, j'ai toujours à apprendre parce que ça va très vite, il y a des nouveaux concepts, mais les bases sont là, elles sont solides. Il y a des endroits où je sais que ça a marché, je peux réessayer. Enfin bref, j'ai assez d'expérience. Après, il y a des endroits où j'ai des notions, mais je suis pas un expert. Donc c'est quoi? C'est tout c'est prod, sécurité, et encore la sécurité. Je suis très sensible à ça, moi. Je suis très sensible dans la sécurité du dev, du code, mais je me suis souvent appuyé avec des RSSI, avec des responsables de sécurité. Donc là, c'est toi. Là, j'ai des choix à faire rapidement. Donc du coup, c'est des trucs que je dois creuser. Avec beaucoup d'humilité, je vais prendre le temps il y a des points que je vais régler assez rapidement parce que c'est assez visible, mais je vais prendre le temps sur ces aspects-là de bien les étudier, faire les bons choix. Parce que là, pour le coup, je peux pas prendre une décision assez rapide. Là où sur du delivery, il y a des choses assez simples, enfin en tout cas de mon côté, où je sais que tu prends A ou B. Enfin, il y a pas de débat, quoi, tu vois. Et donc voilà, il y a ces zones-là, il y a beaucoup de choses. Il y a RGPD, il y a ce que tu vois sur un rôle de CTO, c'est assez horizontal en termes de choses que tu as à gérer. C'est beaucoup de choses assez différentes. Tu vois ce que je veux dire? Là où sur du delivery, c'est plutôt vertical. C'est que tu as un domaine, mais qui élargit au fur et à mesure, t'as du monde, ça croît, tu vois. Par contre, là, t'as un truc qui est horizontal, donc avec plusieurs verticaux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, il y a ça. Il y a la partie data aussi, où je connais très bien, mais je suis pas non plus un expert. Tu vois, je suis pas un data scientist, mais l'avantage, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup la data, toujours été data. Donc là, je suis hyper content parce que j'aurai enfin l'opportunité de mettre mes mains dedans et de gérer des équipes data aussi, ça c'est top. Tu vois, et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'Evermap parce que Evermap acceptait en tout cas sur les priorités, c'était sur du delivery, et sur les autres, on va dire verticaux, on avait le temps, on a le temps de construire ensemble. T'as un petit peu plus de temps. Ouais, on a un peu plus de temps pour bien structurer. Il n'y a pas d'urgence dans l'immédiat. Par contre, l'urgence était sur le delivery, et là oui, je vais apporter une grosse expertise. Ouais. Voilà. Ok. Les prochains enjeux techniques ou métiers, ça va être quoi? Je sais pas si tu peux en parler ou pas. Ah, il y en a plein. Hein. C'est surtout par où je commence, quoi. T'as l'immédiateté qui est de faire des petits quick wins. C'est ça, je t'ai dit que c'était surtout le delivery, c'est on va dire stabiliser la chaîne de delivery, du dev jusqu'à la prod, la CI. La CD automatique, enfin ça c'est le truc de base qui est la priorité numéro 1. Aujourd'hui c'est en place mais c'est pas encore optimisé, donc ça c'est ma priorité. Que la prod, enfin du dev à la prod, ce soit un non-sujet, que les équipes se focalisent vraiment sur la valeur produit business qui a à faire, ça c'est the priorité number 1. Après on va essayer d'apporter encore un peu plus de choses en termes d'architecture un peu différemment. J'ai envie de changer la manière dont sont architecturées les applications. J'ai beaucoup d'idées en tête. Niveau architecture, ouais, tu vas vouloir faire évoluer les choses. Ouais, on va faire évoluer beaucoup de choses. On est déjà en microservices aujourd'hui sur certains points, mais pas définis tel que moi je le voudrais. Moi, je suis un vrai fan du DDD notamment. Le fait, c'est qu'on arrive à développer et représenter notre architecture de la même manière dont notre besoin business est fait, et business et produit, qu'on ait un découpage vraiment semblable, tu vois. C'est des points sur lesquels je veux aller. L'event sourcing, pareil, l'event driven, ça c'est vraiment des points qui d'un point de vue architectural, on va aller progressivement. On va aussi là on est à 90% dans le cloud.
Donc le choix que je vais faire, c'est d'être 100% cloud déjà. Donc je travaille dans une boîte qui avait déjà cette philosophie, donc c'était aussi un point important. C'est quoi la stack globale? On est sur AWS, on va dire sur tout ce qui est production, dev, on les livre sur sur AWS. Et par contre, ce qui va être Office, on est sur Office 365. Ok. 365. Et donc l'idée, c'est de migrer sur des serveurs, ce genre de choses, sur la partie Ops. Et sur la partie dev et Ops, sur la partie... tu restes dans le monde .NET ou Ouais, il y a du .NET. Là, il prend des notes, là. Ouais, il y a du .NET, il y a du Python. On a aussi du Node.js. Okay. Et de l'Angular et du React en front. Et AWS derrière. Après, on est sur du Kubernetes sur AWS. Et le but, c'est qu'après, quand on commence à construire des applications cloud native. D'accord. Ouais, sur AWS, ce genre de choses. Voilà, ça c'est des petits trucs que j'ai en tête. Après, il y a d'autres projets. Hein, mais voilà. Il y a une petite question quand on s'est parlé il y a 3 mois. Ouais. Je t'avais dit là tu as finalisé les entretiens, on t'a expliqué un poste. Voilà, un poste on explique en 1 heure ou 2. Est-ce que c'est clair le poste que tu vas avoir tout ça? Et tu m'avais dit oui, c'est très clair. Très très clair. Et je t'avais dit écoute, on en parlera un petit peu en septembre. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a on peut pas tout dire un entretien. Oui, pas de souci. Ouais. Il y a 1 mois après, est-ce que le poste que t'avais imaginé, c'est le poste dans lequel t'es? Totalement. Ou est-ce qu'il y a des zones de delta, de belles surprises, que des belles surprises, totalement. J'ai la responsabilité totale des équipes tech, que ce soit sur l'aspect RH. Donc faut les faire grandir, sur l'aspect organisationnel, j'ai carte blanche totale sur les organisations, que ce soit sur l'aspect tech. Ça c'est logique, un CTO c'est quand même, il y a le mot technique derrière, donc c'est les choix tech que je fais bien évidemment avec les équipes et les managers que j'ai, c'est logique. Et il y a bien évidemment l'aspect process de travail, c'est important. On voit souvent l'aspect tech, on voit l'aspect delivery, mais derrière, si le process de travail n'est pas clair, si c'est pas clair sur le qui fait quoi, à quoi servent les équipes d'archi, c'est quoi le rôle des feature teams par rapport à l'archi, par rapport au produit, que fait la data, à quel moment elle intervient. Donc ça c'est hyper important de clarifier ça, mais également les process avec les équipes tech. On a tendance à l'oublier. C'est comment je travaille avec les autres parties prenantes de l'entreprise. C'est pas juste je viens, je dis un dev, fais-moi ça. Non, il y a des trucs à mettre en place. Et tout ça, c'est très clair. Après, il y a aussi bien évidemment la stratégie d'entreprise. C'est quelque chose que je cherchais, sur lequel on est au sein du Comex. Bah oui, on essaie d'allier stratégie avec ce que j'applique au niveau des équipes. Donc concrètement, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de travailler sur les budgets, par exemple, de se dire on va recruter tant parce qu'on espère gagner tant. Enfin, on fait tout ce travail-là pour pas faire n'importe quoi. C'est peut-être quelque chose que j'avais très peu. Et là, t'étais vraiment dans l'entrepreneuriat, en fait. Les cordons de la bourse, t'es proche du truc, quoi. Bah oui, tu fais attention aux dépenses, tu comprends pourquoi. Enfin, ça c'est, je le fais associer, mais là encore de manière un peu plus poussée parce que on est dans l'entrepreneuriat, on veut faire grandir la boîte, on veut gagner des sous. Et ainsi de suite. Voilà. Dans ton orga, c'est toi le FinOps ou tu as quelqu'un qui... Pour l'instant, tu poses une très bonne question. Aujourd'hui, il n'y a pas de FinOps et c'est quelque chose que je recherche. Donc c'est un de mes ops aujourd'hui qui va avoir cette casquette-là. Mais je vais voir comment, au fur et à mesure, l'orga va... je vais le faire évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai besoin de maîtriser, ce qui est logique. Hein, la maîtrise de coût de tout ce que nous coûte les infra AWS. Comment l'optimiser? Comment l'optimiser? Il y a des petits secrets pour les Il y a beaucoup de secrets. Voilà. Donc au début, pour l'instant, j'ai encore cette casquette-là, mais je travaille avec bien évidemment mon ops. Mais c'est un vrai sujet totalement qui est dans la stratégie. Dans ma stratégie, c'est maîtriser les coûts, de comprendre combien coûte cette application, comment je fais pour la maîtriser. C'est aussi pour ça qu'on est dans le cloud, parce que le cloud te permet de faire ça, d'avoir un suivi assez intéressant de tes coûts en fait, tu vois. Donc même s'ils explosent, mais au moins voilà, tu sais que c'est ce service-là qui me coûte cher. Après, on peut l'assumer ou pas parce que ça nous apporte ça et ainsi de suite. Donc tu vois, au niveau des choix, c'est pas important. Ouais, totalement. Ouais, c'est vraiment de la stratégie. Ouais. Ok. Ouais. Donc un FinOps, pour l'instant, c'est le FinOps. Oui, avec toi, avec ton Ops. Ouais, voilà. Okay. On essaie d'optimiser les coûts. Ouais. Ok. Ça marche.
Moi, je vais avoir quelques petites questions peut-être un petit peu plus légères. Ah ouais. Tu veux des blagues, c'est ça? Non, je sais pas ce que alors là, pas forcément Evermaps qui est ou se loger, mais un petit peu à l'échelle de ma carrière, de ta carrière. Est-ce qu'il y a 2-3 moments rigolo, fort, tournant, des trucs où je te pose la même question dans 10 ans, t'es sûr que ça te fait tilt et c'est cela, quoi. Ouais, rigolo, il y en a plein, mais parce que je te dis, c'est hyper important de mettre du fun dans le travail qu'on fait. Enfin, faut pas. Je vais plutôt te parler des moments forts que rigolo. Parce que rigolo, pour moi, tout le temps. Enfin, moi, je suis. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un, j'ai la joie de vivre, donc du coup, forcément, c'est pas important pour moi de mettre un peu de fun, même si j'insiste, hein, très sérieux. D'ailleurs, avant de parler de ça, c'est quelque chose que j'ai du Canada. Parce que tu sais, avant de répondre à ta question, j'ai fait une partie de mes études au Canada. Et en fait. Et bah, moi aussi. Ah, toi aussi? Ouais. Ah, c'est bien. C'était où? Saint-Félicien. Au Québec. Tu connais pas, toi? Moi, j'étais de l'autre côté. Mais j'étais aussi à Toronto. À Victoria. Presqu'île de Vancouver. Enfin, presqu'île de Vancouver. Ouais, Vancouver. j'étais aussi à Toronto, mais j'étais du coup au Québec. Ça, c'est une petite anecdote. Après, je répondrai à ta question. Et en fait, déjà, les profs, on les tutoyait. Ce qui, en France, c'était totalement impossible. Tu vois? Donc, en France, on vous voit les profs. Bon, moi, j'arrive, je vois les profs, ils me disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tu me trouves vieux? Je dis, bah non. Donc, je tutoie. Très bien. Et, après, j'ai fait de l'alternance là-bas. J'arrive en entreprise. Mais je te dis, une ambiance, mais juste ouf, quoi. Les gens, ils rigolaient tout le temps. Et c'est assez décalé, moi, avec ce que j'ai appris avec le monde de l'entreprise, d'être sérieux et tout. Et je me disais, mais putain, à quel moment ils bossent, les mecs, ils sont tout le temps en train de rigoler. Ben, en fait, le fait de rigoler, le truc, c'est qu'ils rechargeaient les batteries. Et c'était des putains de bosseurs. Ça bossait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tu peux allier les deux, c'est pas incompatible. C'est vraiment pas incompatible. C'est pas parce que tu rigoles qu'on va dire, ah, celui-là, c'est un branleur. Non, au contraire. C'est que c'est ce qui fait que tu prennes de la hauteur, prennes du recul, tu vois, et de temps en temps, surtout en situation de crise, c'est important aussi de, pas de rigoler, mais de prendre un peu de hauteur pour prendre la bonne décision. Et quand t'es tout le temps, je sais pas, tendu, c'est pas bien. Et donc c'est là-bas que j'ai appris, en fait, et depuis là, c'est quelque chose que j'applique, c'est de se dire, tu peux allier les deux, en fait. C'est totalement possible, tu bosses dans des bonnes conditions, ça veut pas dire que tu bosses pas, en fait. C'est quand il faut bosser, tu bosses. Tu prends du temps pour te reposer parce que le cerveau humain, c'est comme un verre, il est plein. Une fois qu'il est plein, faut le vider. Et derrière, t'es plus productif. Bref, ça, c'était l'anecdote. Donc, tout ça pour dire que l'un des moments, si un moment que je peux raconter, c'était chez Ubi France, qui s'appelle aujourd'hui Business France. Parce que ça m'a marqué. C'était avec Joël, d'ailleurs, s'il nous écoute, Joël Péguré. Ouais, on lui fait un petit coup. Tu connais, hein, Joël, un petit coup à Joël, qui était du coup mon manager de l'époque. J'oublierai jamais parce qu'en fait, on avait, la mise en place d'un outil, je m'en fous, je veux dire le nom, ça soit le MGV, parce que je crois qu'il l'utilise encore. J'en ai discuté avec Olivier Lievens, qui est le nouveau CTO de DSI de Business France, qui m'a dit qu'il était toujours en place. Donc, c'est la mise en place de ce module qui est, le MGV, c'est ce qui permet de gérer les VIE. Donc, en fait, on avait refait totalement le système des VIE, que ça parte du candidat, au moment où le client vient prendre le candidat. Les volontariats internationaux. Dans son entreprise, ouais. La gestion RH, la facture, enfin tout le SI, on l'a refait from scratch. La gestion commerciale, ainsi de suite. Et du coup, c'était lors de la mise en place, parce que du coup, il fallait le déployer, parce que c'était vraiment tout un écosystème. Et nos équipes, elles étaient à Marseille. Et donc, comme tout projet informatique, souvent à la fin, c'est le rush. Et là, c'était vraiment le rush, parce qu'il fallait vraiment qu'on accélère sur le déploiement. Donc, c'était les dernières recettes. Et c'était quasiment de la recette avec correction live. Et je me rappelle, et je rigole pas, on se réveillait à 7h30 du matin. On se couchait, je crois, il était... parce que l'hôtel était juste en face des locaux. À 23h30, on bossait, mais comme des dingues. Je crois que à peine on mangeait, tu vois, et on corrigeait. Donc, tu vois, t'avais le retour client, je corrigeais. Parce que j'avais un peu la double casquette de dev et team leader, ou je suis un chef de projet à l'époque. Et pendant une semaine, c'était comme ça. On était rincés à la fin. Mais je te jure, non, mais on était totalement rincés. On faisait ça de 7h30 à 23h, voire, je me rappelle même plus, voire tard dans la nuit. Et je m'en souviens vraiment parce que du coup, c'est ce qu'on appelle se surpasser, tu vois. Et du coup, et t'avais Joël qui était mon responsable aussi, qui était là, on corrigeait, c'était hyper challengeant avec du recul, parce que donc quand tu le vis, ouais, quand tu vis, c'est horrible.
Quand tu le vis, c'est chaud, t'as la manette, tu corriges, en plus, on a une partie des équipes qui était à Paris, donc, enfin, c'était, il y avait d'autres membres de l'équipe que... Non, il y avait moi, Joël, et il y avait, Parce que j'en connaissais quelques-uns. Ouais, je t'en souviens, toi, t'as connu Business France, ouais. Il y avait Alain Buret, j'avais une partie de mes équipes de dev qui étaient restées sur Paris, donc ils corrigeaient. Ah, bah, il y avait des SWAT. Ah, il y a des personnes de SWAT. Il y avait Cédric ou pas? Peut-être Cédric, Stéphane Cray, il y avait Olivier Koulibaly. Ah, il y avait Olivier, ouais. Enfin, il s'en souviendra s'il écoute. Il y a pas mal il y a beaucoup de gens de la boîte où t'étais avant. Et donc, oui, que tu gérais d'ailleurs. C'était tes consultants. Et ouais. Du coup, ouais, on a taffé comme des fous. Et ouais, ça m'a marqué. J'ai l'équivalent aussi chez SoLoger. Hein. On a refait comment dire, le SI, une grosse partie du SI, du B2B, en changeant l'extranet, en changeant le CRM, en fusionnant avec ce Logikimo. En 6 mois, c'était pareil. C'était l'énorme coup de collier. Oh là là, c'était énorme. Attends, je sais pas combien d'équipes il y avait, mais c'était, parce qu'en plus, il y avait la fusion avec Logikimo. Donc ouais, en plus, c'est plutôt des souvenirs qui te marquent. Après, je vais pas dire que c'est drôle. C'est pour ça que c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. Bon, il y a une teuf à la fin, quand ça même, te fait quoi. grandir. Oui, il y a une teuf. Mais ce que tu retiens, c'est pas tant la teuf, c'est c'est l'aboutissement du truc. C'est l'aboutissement du truc. Et c'est le dépassement de soi, tu vois. Ça, c'est bien, ça. Quand tu te dépasses et tout, à la fin, t'es plutôt content. Et à la fin, il y a des mecs qui partent en VIE, quoi. Ouais, les mecs qui partent en VIE, j'ai contribué à ce SI, hein, les gars. En plus, j'en ai discuté avec Olivier, je crois qu'il y a une grosse partie qui est là, donc. Et les mecs qui poussent les annonces, tout ça, voilà, pareil. Ok. Avant peut-être les 2 petites dernières questions, il y en a une que je voulais te poser par rapport à Evermap, parce qu'aujourd'hui c'est encore le début. Oui, bien sûr. Mais au bout d'un mois, t'as parlé d'embarquer, le mot énergie. Ouais. 1 mois plus tard, est-ce que voilà toute ton équipe tu l'as embarqué, ou est-ce qu'il y en a, enfin tu vois, quand il y a un nouveau CTO qui arrive, tu peux arriver comme le Messi, tu peux arriver comme qu'est-ce qu'il va faire, il va tout nous chambouler celui-là. Enfin, il y en a qui peuvent voir les choses avec méfiance, il y en a qui attendaient ça. Est-ce que t'as embarqué tout le monde ou pas encore? Ta question, elle est difficile quand même, parce que en fait, c'est avoir un regard sur moi-même au bout d'1 mois. C'est sur ce que tu ressens toi, quoi. Sachant que je suis un éternel insatisfait, donc pour moi, je te dirais que non pour l'instant, parce que j'ai un niveau d'exigence qui est juste ouf. Comme je t'ai dit, c'est le paradoxe avec moi entre, tu vois, c'est ce que je te disais tout le temps, c'est entre celui qui tient à ce que l'ambiance soit bien, mais avec un niveau d'exigence qui soit optimal. Ça, c'est totalement moi. Donc moi, je te dirais que je commence à les embarquer, mais on est encore au début. Il y a des belles choses qu'on doit faire, qu'on va faire. Ce que je vois, c'est qu'il y a une envie, en tout cas, de tous collectivement d'avancer. Ça, c'est top. J'ai très peu de récalcitrants. Il y en a toujours, mais bon, c'est pas 2-3 personnes qui vont. Mais collectivement, même dans l'entreprise, il y a cette envie. Ouais, c'est fou. Ouais. Et cette envie d'avancer, de faire avancer les choses, de scaler. Elle est juste ouf, l'énergie, vraiment. Donc ça, c'est ce que je ressens. Après, de dire que je suis le Messi, non, le Messi l'a signé au PSG. Non, je vais essayer je vais essayer, comme j'ai toujours l'habitude de faire. Je vais essayer d'apporter ma petite pierre. Sans jeu de mots, tu vois, ma petite pierre. Exactement. En tous les cas, l'énergie, tu la sens, quoi. Ouais, totalement. Okay. Et les mecs, les mecs et les meufs, il n'y a pas que des mecs, on va dire. Ok. Totalement, ouais. Ok. Et ben, ça m'amène sur les 2-3 dernières questions. Ouais. Du coup, est-ce que tu as un proverbe ou plusieurs proverbes ou devises qui t'accompagnent? Ouais, faut juste que je m'en souvienne. Ouais, j'en ai plein. Il y a un que je dis pas de cette manière, mais le plus important, c'est que tu vois le sens, c'est que, probablement, pour moi, il y a que le travail qui paye. Ça a toujours été mon créneau, et c'est toujours ce qui c'est mon truc. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je bosse, en fait. Je suis un gros bosseur, et pour moi, il y a que le travail qui paye. Et souvent, en contrepartie de ça, je dis les arnaqueurs, tôt ou tard, on les détecte. C'est-à-dire que tu peux mentir pendant 1 mois, 2 mois, mais tôt ou tard,
Même si ça dure un an, on se rend compte, mais en fait, je racontais que des conneries. Donc c'est pour ça qu'il faut être droit dans ses bottes et bosser. Ça, c'est un truc ça, c'est vraiment mon créneau, c'est, voilà. Ça, c'est, et j'en ai d'autres qui me viennent pas à l'esprit, mais ça, c'est un truc c'est pour ça que aux gens, je dis toujours, les gars, bossez. C'est tout. Le travail, tôt ou tard, ça paye. Et ça, c'est hyper important. T'as détecté des arnaqueurs? Dans ma carrière, ah oui. Et est-ce que c'est... Ah oui. Et on les a détectés. Ah oui, t'en as. Mais c'est un style, hein. Non, mais c'est un style. Il y a des gens qui réussissent comme ça, tu vois. Moi, tu vois, un domaine où je sais que je suis pas bon, je vais pas m'initier dedans, quoi. Je vais pas dire, tiens, je suis le meilleur commercial du monde. Non, faut que j'apprenne. Enfin, tu vois. Imagine, je veux postuler à être directeur commercial. Attends. Effectivement, je peux passer les étapes d'entretien. Tu aurais peut-être ton style, hein, quand même. Hein. Peut-être. C'est-à-dire que je peux trafiquer le truc, enfin, me préparer pour passer. Mais le problème, c'est qu'une fois que je suis sur place, on va peut-être se rendre compte que il y a des trucs qu'il a pas, lui, hein. Donc, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, on va se rendre compte que non, ça, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être droit dans ses bottes. Et bosser. Il y a ça. J'en ai d'autres, mais je m'en souviens pas. Mais ça, c'est celui qui me vient à l'esprit. C'est voilà. Celui-là, quoi. Ouais. Le travail paye. Le tôt ou tard, le travail paye. Il faut préciser tôt ou tard. Parce on peut trouver souvent le temps très long, de se dire, bah ouais, ça fait, putain, je bosse, j'y arrive pas. Mais tôt ou tard, ça va payer. Et ça, quand tu gardes ça en tête, c'est juste, voilà. Bien. Ok. Petite question un peu légère également. Est-ce que tu as un petit surnom ou plusieurs petits surnoms? Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Bah, le plus soft, c'est Ted. Voilà. Oh ouais. Ça, ouais. Ah non. Le plus soft, tu vois, c'est Ted. Et alors le plus hard? Ah, le hard. Faut demander à ma femme alors. Et alors le middle? Non, mais on va dire, il y a certains où, on m'a souvent appelé le magicien. Je voulais pas le dire parce que je trouve ça fait un peu de truc, mais on m'a souvent appelé le magicien parce que j'ai toujours trouvé des solutions, on ne sait pas comment, magiques, à certaines problématiques. Et de l'autre sens, il y a des choses que je faisais certainement que personne ne comprenait, tu vois. Donc ça va dans les deux sens, hein, tu vois. On dit, ah, Teddy. Et je aussi, attends, il y avait un aussi qui m'appelait Teddy l'arnaque. Ouais, aussi Teddy l'arnaque. Teddy l'arnaque. Il y en a plein. Et toi, c'est quoi le surnom que tu me donnes, alors, tiens? Le surnom que je te donne? Ouais. Teddy. C'est mon prénom, ça. Là, je t'ai eu. Hein. J'aurais dit Teddy l'énergie, quoi. Ah, c'est pas mal. Teddy l'arnaque. Non, voilà, tu vois. Ok. Bon, on saura pas le petit surnom hard de ta femme, mais c'est pas grave. Et ça m'amène à la dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose? Ah ouais? Bah, tu m'en as posé des questions, quand même. Et c'était pire qu'à l'entretien. Ah ouais. Non, il est quel? Non, ça va, ça fait moins d'une heure. Hein. Je sais plus combien de temps qu'on parle. Parce qu'une que tu m'as pas posée, qu'est-ce que je pense de toi? C'est moi qui... Ouais. Je dois répondre à cette question? Exactement. Tu réponds à ta propre question. Qu'est-ce que je pense? C'est moi qui dois répondre à qu'est-ce que je pense de toi? Ouais. Donc de toi, t'as dit quoi? En fait, tu m'as pas posé la question parce que paumé, toi, tu pensais de moi, si tu veux. Moi, écoute, c'est un plaisir. Moi, je suis un interlocuteur commercial depuis. Ouais, mais fais pas le commercial 10 là. ou 15 ans. Dis la vérité, le relou. Tu sais. Bah non, mais quand tu m'as dit c'est quoi ton surnom, t'as dit l'énergie. C'est quelque chose qui te représente bien. Ouais. Enfin moi, quand je pense à toi, je vois un smile et de l'énergie. Et toujours, même si pas longtemps, 20 secondes pour un petit mot sympa quand je passe une tête dans les locaux. Oui, toujours. Donc voilà. Et ça, c'est très très cool. C'est important. C'est la base. C'est important, mais ça. Faut toujours prendre le temps pour. Je pense que ça transpirait bien dans l'heure qu'on vient de passer ensemble. C'est ça, non, mais il faut toujours prendre le temps, même si t'as pas le temps, tu prends le peu de temps au moins pour dire que tu n'as pas le temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai bien les 10 petites secondes pour dire que je n'ai pas le temps, autant le dire que de ne pas répondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi c'est ça. Exactement. Parce que je pense qu'on a au moins 10 secondes pour le faire. Pour dire désolé, j'ai pas le temps. Ouais. Voilà. Et ben en tous les cas, tu l'as pris 1h03 aujourd'hui. 1h03, c'est quoi la moyenne en général de l'interview? C'est 1 heure plus ou moins 10-15 minutes à peu près. Bon, ça va. J'ai pas trop dépassé alors. On est au top.
Ok, parfait. Bah, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Bah, écoute, merci Pierre de m'avoir invité, hein. C'est cool. Puis... J'espère que je reviendrai, tiens, parce que là, tu m'as, effectivement, je suis à... T'es au tout début. Je suis au tout début, pardon. Ça sera intéressant de voir, effectivement, quelques temps après. Donc, tu veux revenir quand? Je sais pas, on verra. 1 an et demi, 1 an. Par exemple. J'espère que Sitio va toujours exister. Tu vas pas l'arrêter. Ça serait déjà top. Bah, écoute, je m'amuse bien. et de voir, en fait, oui, la progression. Moi, j'aime bien donner rendez-vous, pour dire là, effectivement, c'est la merde ou ça va. Tu vois, non, mais c'est bien ça, tu vois. Écoute, avec plaisir, on se revoit dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Comme ça, on verra et on aussi. fait on fait le petit bilan. On fait aussi le bilan de Sitios pour voir, parce que avec plaisir. Peut-être que ça sera en direct, je sais pas, sur les Champs-Élysées. Dans le sud, j'en sais rien. Dans 1 an et demi, on sera sur Twitch, on le fera en live, t'as dit. En live, c'est bien, ouais. Moi, j'aime bien le live. Mais sinon, à part ça, j'ai un mot quand même pour Sitios que je trouve top, que j'écoute, hein. Je trouve l'initiative assez intéressante. Premièrement, enfin, c'est aussi les points que tu m'as dit, il y a pas de montage, ça c'est cool. Donc les gens vont vraiment écouter ce qu'on s'est dit. Ça c'est top. Et bon, là, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus de moi, d'organisation, mais je sais qu'il y a d'autres interviews aussi où on est sur des échanges tech et tout, ça c'est pas important, ça sera peut-être aussi la suite et les prochains. Et je trouve que c'est bien aussi de parler de ce poste qui est un poste assez solitaire, faut le dire, hein, parce que t'es seul face à ton destin, à tes décisions, tes stratégies. Et de voir les autres aussi qui s'expriment, de voir que, ils ont les mêmes galères que toi, de trucs. C'est plutôt pas mal. Donc, franchement, bonne initiative. Et puis voilà. Cool. Merci beaucoup. Allez, à plus. À très bientôt. À bientôt. Salut Teddy. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.